Une fois le questionnaire réalisé, il faut en fait définir la population étudiée. Les deux éléments se définissent en général en parallèle. Le questionnaire se construit en même temps qu'on définit la population. Il faut donc réfléchir aux caractéristiques des personnes étudiées. Il faut essayer d'identifier des processus ou des régularités qui vont être valables dans un contexte le plus large possible. Il faut que ces processus concernent une population assez importante, mais en général, le questionnaire n'est fait que sur une partie de cet ensemble. Pourquoi on n'enquête que sur une partie de la population? Déjà, c'est la question du coût qui va arriver, par manque de moyens finalement. Ça revient très cher de faire une enquête sur une population dans son ensemble. Après, tout dépend de la taille de la population, évidemment. Et puis, également, ce n'est pas nécessaire, car on peut obtenir les mêmes résultats en interrogeant une seule partie de la population. Donc, pour l'échantillonnage, il existe des termes spécifiques. Déjà, l'échantillon, c'est-à-dire une partie de la population parente, une partie de la population exhaustive. La population parente, c'est la population mère. Une enquête exhaustive est une enquête où l'ensemble de la population parente est sondée. On peut distinguer en fait deux types de stratégies chez les sociologues. Soit le sociologue réalise une enquête exhaustive auprès de tous les individus de la population qui l'intéresse, soit il enquête sur des morceaux, des sous-ensembles ou des fractions de la population. C'est ce qu'on appelle l'échantillon. C'est dans ce sens-là qu'il va réaliser un sondage. Ici, la notion de sondage dépasse la signification que prend ce terme à travers les instituts de sondage politique. Beaucoup de sociologues réalisent des sondages et beaucoup de scientifiques sondent une partie en fait de leur terrain. On peut penser par exemple aux géologues qui ne testent pas un sol dans tous les points du sol. Il va prendre une partie pour sonder en fait la constitution du sol. De la même manière, en sciences médicales, on ne va pas tester un médicament sur l'ensemble de la population, mais on va prendre une population test. On va sonder en fait les effets d'un nouveau médicament sur une partie de la population. Donc dans l'idée d'échantillonnage, ce qui est important, c'est de pouvoir relier finalement les personnes que l'on va enquêter avec la population parente. Donc ce schéma permet en fait de voir que les concepts sont reliés les uns aux autres. Ceux de représentativité et d'échantillonnage permettent de relier d'un point de vue statistique les individus enquêtés à la population de référence dont ils sont issus. Celui d'inférence statistique est le raisonnement qui permet de tirer des conclusions stables sur une population à partir de l'observation d'une de ces parties, de ce qu'on appelle l'échantillon. La notion de représentativité n'est pas univoque et elle nous invite à nous interroger. Est-ce qu'il faut que l'échantillon ressemble à la population pour bien la représenter? Si oui, à partir de quels critères et jusqu'à quel point? Un échantillon doit-il toujours être représentatif pour pouvoir dire des choses de la population mère? Pour définir un peu cette idée de représentativité, on va dire qu'un échantillon est représentatif s'il possède la même structure que la population de référence. Mais nous allons voir que dans certaines enquêtes, ce qu'on recherche, ce n'est pas forcément de la représentativité. Quand on va chercher à comparer des groupes, on ne va pas forcément chercher à ce qu'ils aient la même représentation dans notre échantillon. Donc l'idée de l'échantillon, elle s'appuie sur la loi des grands nombres, ou la loi normale. C'est-à-dire que l'information, à partir d'un certain seuil, l'information est redondante. Au-delà d'un certain degré de répétition d'un même type d'expérience,
finalement, toutes les variations possibles, on les a déjà observées. Et du coup, il y a une fréquence d'apparition des valeurs qui va se stabiliser. Vous pouvez tester chez vous. Si je jette 10 fois ma pièce de 1 euro, je peux très bien obtenir 10 fois le côté face. Si je la jette 100 fois ou 1000 fois, la proportion de face s'approchera de 50%. Donc c'est vraiment ce principe de redondance de l'information qu'il faut garder en tête. Donc l'idée de l'échantillon, c'est d'avoir un échantillon suffisamment important pour arriver à cette redondance de l'information qui va nous donner des éléments sur la population parente. Donc, pour construire ma population d'enquête, soit j'enquête sur une population exhaustive, soit je construis un échantillon. On va distinguer deux types d'échantillons. L'échantillon aléatoire ou au hasard et l'échantillon dit empirique. C'est-à-dire que dans l'échantillon empirique, les individus sont choisis en fonction de critères ne pouvant garantir le caractère aléatoire de l'échantillon. Il faut également réfléchir sur comment on fait pour atteindre la population dans son ensemble. Il y a en fait bon nombre d'enquêtes qui n'enquêtent pas sur des populations qui sont fichées ou qui sont comptabilisées. C'est-à-dire qu'il y a certaines populations qui ont une existence sociale sans avoir une existence de type administratif ou de type fichage. Donc, pour enquêter la population dans son exhaustivité, ça peut être aussi également très compliqué. D'un point de vue statistique, l'idéal, c'est l'échantillon aléatoire. Pour construire un échantillon aléatoire, il faut que les individus soient choisis indépendamment de toutes leurs caractéristiques ou propriétés. Si j'enquête sur la population d'un musée, je ne peux pas choisir par exemple les 100 premiers visiteurs, puisque le jour et l'heure de la visite sont fonction aussi du coup de leurs caractéristiques, de leur situation professionnelle ou de leur situation familiale. C'est-à-dire que selon là où je travaille, je vais avoir des disponibilités qui vont être différentes. Selon si je suis en responsabilité familiale ou pas, de la même manière, je vais avoir peut-être du temps libre qui va être placé différemment dans ma semaine. Donc ça, ce n'est pas un échantillon aléatoire de prendre les 100 premiers visiteurs. Un échantillon aléatoire, il est obtenu par tirage au sort d'individus ou de ménages appartenant à la population parente. Chaque membre de la population parente doit avoir la même probabilité de figurer dans l'échantillon. Ça suppose ici de disposer d'une liste exhaustive de la population de référence. Avoir cette liste exhaustive de la population de référence, c'est possible quand on enquête sur des populations qui sont captives ou des populations qui sont en institution. Bon, après se pose la question aussi de réussir à accéder à ces listes, car ces listes ne sont pas forcément des listes qui sont publiques. Il faut donc trouver des accords avec les autorités compétentes. Mais après, ça pose aussi la question de la définition de la population. Si on prend l'exemple de la population étudiante, donc c'est une population, en quelque sorte, qui est en institution, qui dépend de l'université, où on va retrouver des listes. Mais qu'est-ce qu'on fait des auditeurs libres, par exemple, qui viennent écouter des cours dans les amphis, mais qui ne sont pas forcément inscrits au niveau de l'administration? De ces personnes qui profitent en fait de l'accès public à certains cours pour venir chercher des connaissances. Qu'est-ce qu'on en fait? Du coup, on ne les compte pas dans la population étudiante. Vous voyez, chercher à cerner une population, ça va nous amener à trancher sur différentes questions aussi et à définir finalement ce qui fait notre population d'enquête. Donc là, on vient de voir l'échantillon aléatoire, donc qui suppose de disposer d'une liste exhaustive. Autre échantillon, l'échantillon stratifié. Ici, le principe, c'est de découper la population en strates. C'est de choisir de surreprésenter souvent des petits groupes. L'intérêt, c'est de pouvoir comparer des sous-ensembles entre eux. On va distinguer deux types d'échantillons stratifiés.
l'échantillon stratifié proportionnel, où le nombre d'individus au sein de chaque strate est proportionnel à l'importance du groupe par rapport à la population totale, mais également l'échantillon stratifié non proportionnel, donc c'est celui dont je vous parlais tout à l'heure quand je vous disais que souvent on choisit de surreprésenter des petits groupes. Donc l'inconvénient, c'est qu'ici, du coup, l'échantillon n'est pas représentatif de la population dans son ensemble parce qu'on va surreprésenter en fait un petit groupe pour pouvoir le comparer à un autre groupe, à une autre strate. Alors, quel est l'intérêt? C'est quand on veut rendre compte en fait de certains petits groupes ultra minoritaires, quand on veut rendre compte de leurs caractéristiques d'un point de vue quantitatif et les comparer à d'autres groupes, si on veut par exemple comparer les femmes cadres aux femmes ouvrières. Les femmes cadres sont peu nombreuses, c'est 6% de la population des femmes actives. Donc ici, finalement, si on compare la population d'ensemble des femmes actives, elles vont être totalement écrasées, on va pas pouvoir finalement dégager énormément de données sur ces femmes actives. Donc du coup, on va choisir de les surreprésenter pour pouvoir dire des choses sur les pratiques de ces femmes. Je vous ai mis un autre exemple. J'ai pour hypothèse de recherche que je cherche en fait à regarder la manière dont varient les tâches domestiques en fonction des formes familiales. Donc j'ai besoin en fait, dans mon échantillon, d'avoir une représentation diversifiée des formes familiales. C'est-à-dire que je ne vais pas chercher à avoir un échantillon qui va être représentatif des formes familiales aujourd'hui, parce que dans ces cas-là, la forme familiale traditionnelle va écraser en fait les autres formes familiales. Je vais plutôt chercher en fait à surreprésenter d'autres types de familles. Je vais chercher à représenter de manière égale finalement tous les types de familles pour pouvoir dire des choses sur la manière dont se gèrent les tâches domestiques. Donc ici, il faut que je puisse comparer les pratiques entre les formes familiales. Donc il faut que j'ai un nombre suffisant de ménages pour chacune des formes familiales. Donc ici, je vais choisir un échantillon stratifié non proportionnel. Autre type d'échantillon, l'échantillon à partir de la méthode des quotas. Donc c'est celui dont on parle le plus souvent, c'est celui aussi qui est fortement utilisé par les instituts de sondage. Donc ici, on va chercher à reproduire finalement un modèle réduit de la population à partir de différents critères. La condition, ce n'est pas d'avoir une base de sondage exhaustive, mais la condition, c'est de connaître la structure de la population de référence. Donc ici, il va falloir que j'ai en fait des éléments sur la structure de la population de référence. Donc si par exemple dans ma population de référence qui compte 200 000 individus, j'ai 60% de femmes et 40% d'hommes, il va falloir que j'ai la même structure dans mon échantillon. Si j'ai un échantillon de 1000 individus, j'aurai 600 femmes et 400 hommes. Le pari ici, c'est qu'à partir de critères pris en considération dans l'échantillon, les autres critères qui constituent cette population, finalement, vont faire un peu un effet boule de neige et la représentativité va être obtenue par effet de halo. Concrètement, sur ce type d'enquête, les enquêteurs ont une feuille de quota où sont mentionnés les individus à interroger. Enfin, les caractéristiques des individus à interroger. Ils vont interroger 3 femmes, 2 hommes, 5 ouvriers, un cadre, 3 personnes de 30 à 40 ans, 3 personnes de plus de 60 ans. Vous voyez, ils vont avoir une feuille de route où vont être mentionnées les caractéristiques des personnes qu'ils doivent interroger. Ils n'ont pas du coup, en fait, une liste de personnes nominatives à interroger, mais des caractéristiques auxquelles ils doivent répondre dans la constitution de leur échantillon. Donc ici, vous voyez, on peut avoir aussi un avantage économique finalement, parce qu'on n'est pas obligé de se déplacer plusieurs fois pour rencontrer la personne qui est désignée dans le cadre en fait d'un tirage au sort, mais on va chercher à trouver des personnes
plusieurs personnes vont pouvoir correspondre en fait au profil qui est indiqué dans la... Mon échantillon, il peut aussi se constituer en fait de manière spontanée. On va avoir en fait des questionnaires qui peuvent être mis à disposition en libre service, dans des associations ou dans des entreprises. Et finalement, mon échantillon va être constitué des personnes volontaires pour répondre à l'enquête. Des personnes qui ont eux-mêmes décidé de se soumettre à l'enquête. Donc ça va faire aussi un type d'échantillon spécifique qu'il va falloir probablement que je recoupe avec les caractéristiques de la population dans son ensemble. Pour finir sur ces questions d'échantillon, quelques remarques importantes. La représentativité, elle est moins assurée dans des échantillons par quota que dans des échantillons aléatoires. Il faut bien avoir ça en tête. La représentativité, elle est mieux assurée quand on fait un échantillon au hasard. Il est également possible de faire un échantillon en combinant différentes méthodes d'échantillonnage. Je peux par exemple faire une méthode d'échantillonnage d'abord par strate. Si j'enquête sur la population étudiante de Rennes 2, je peux choisir de faire des strates par UFR. Donc je peux choisir de représenter, je peux faire des strates proportionnelles sur chaque UFR et ensuite à l'intérieur de chacune des UFR, je peux choisir de représenter la population en fonction des caractéristiques par UFR en termes de sexe et en termes d'âge, par exemple. Donc ici, je vais combiner un échantillon stratifié proportionnel avec un échantillon par quota. Quand on va publier nos résultats, quand on va en rendre compte des résultats de l'enquête, il faut toujours accompagner cette publication d'une note, d'une fiche technique qui va expliquer la manière dont a été construit l'échantillon. Et il y a toujours aussi une marge entre l'échantillon prévisionnel et l'échantillon réel. Il faut rendre compte de cette marge qui est celle de la confrontation finalement avec le terrain. Il n'y a pas non plus de bons ou de mauvais échantillons, mais il faut construire en fait la population d'enquête en fonction de son questionnement de recherche. L'enquête quantitative sur un échantillon non représentatif permet de dire des choses sur l'échantillon. Elle peut permettre d'identifier des phénomènes, d'identifier des mécanismes, des processus ou des traits typiques. Il n'est pas nécessairement utile de montrer qu'un phénomène concerne une part précisément connue de la population générale pour estimer que ce phénomène est intéressant ou pertinent à analyser. Donc de la même manière que pour les enquêtes mobilisant des matériaux qualitatifs, de type récit de vie ou entretien, qui ne sont jamais représentatifs, l'enquête quantitative sur un échantillon non représentatif peut permettre en fait de faire des analyses pertinentes, de construire en fait une réflexion. Concernant les modes de passation, donc on peut distinguer deux types de passation, la passation directe et la passation indirecte. Et on va pouvoir distinguer aussi plusieurs supports en fait pour le questionnaire. Le support papier, le support téléphone, mais on peut aussi bien sûr faire une enquête par téléphone sur un support papier. L'enquête informatisée, la réunion interactive, on va avoir finalement des supports qui peuvent être assez variés et des modes de passation aussi. Première forme de passation, donc la passation directe qui a comme caractéristique que c'est l'enquêteur en fait qui a la main finalement sur la passation. C'est lui qui va lire les questions et qui va les lister à l'enquêté. Donc ici on va retrouver plusieurs possibilités, soit des questionnaires qui sont passés en face à face, soit par téléphone. Donc pour les questionnaires qui sont passés en face à face, c'est la durée aussi en fait de la passation du questionnaire qui va baliser un peu le cadre de l'enquête. Pour des questionnaires longs, c'est-à-dire des questionnaires qui vont durer plus d'une demi-heure, il faut prendre rendez-vous au préalable avec l'enquêté
pour s'assurer qu'il ait un temps suffisamment, qu'il soit suffisamment disponible en fait pour la passation. Pour des questionnaires qui sont courts, on peut très bien en fait interpeller dans la rue, à la sortie du métro, dans les transports en commun, etc. Pour ces passations. Vous avez probablement été vous aussi sollicité pour répondre à des questionnaires de manière spontanée. Et la taille du questionnaire va aussi largement influer sur la disponibilité. Oui, je suis disponible mais 5 minutes. Si le questionnaire il dure une demi-heure, quand vous êtes dans la rue, vous n'êtes pas disponible pour répondre à un questionnaire qui dure une demi-heure, de manière générale. Mais que ce soit en face à face ou par téléphone, selon la longueur du questionnaire, il faut convenir d'un rendez-vous pour s'assurer de la disponibilité de son interlocuteur. Et donc, on a également des formes de passation indirectes, c'est-à-dire que l'enquêté va répondre seul au questionnaire. Alors, entre le questionnaire qui va être sur support papier, soit qui a été remis directement à l'enquêté pour qu'il y réponde seul, soit qui a été envoyé par voie postale, l'enquêté va pouvoir en fait avoir une vue d'ensemble du questionnaire et choisir en fait l'ordre des réponses. Il va très bien pouvoir commencer par la dernière partie du questionnaire et finir par la première. Il va en fait lui-même maîtriser l'ordre du questionnement. Il faut donc, dans ces passations indirectes, avoir en fait des consignes qui soient suffisamment claires, qui permettent à l'enquêté en fait de bien se projeter dans la passation et de pouvoir maîtriser aussi ce qui est attendu de lui. Et l'autre questionnaire qu'on voit se développer énormément, qui est le questionnaire en ligne, là va avoir une caractéristique qui est totalement différente du questionnaire en fait sur support papier. Parce que souvent sur les questionnaires en ligne, vous allez avoir un affichage question par question, où il va y avoir aussi des filtres, c'est-à-dire que si l'enquêté ne répond pas à la première question, il va rester sur la même interface. Donc il va y avoir des obligations de réponse à certaines questions pour passer à la suivante. Et il ne va pas avoir une vue d'ensemble du questionnaire sur l'interface. Il va y avoir un guidage finalement sur Internet du questionnaire qui est totalement différent de celui qu'on peut avoir sur une version papier du questionnaire. Donc évidemment, en passation directe, l'enquêteur va avoir un rôle aussi d'explicitation qu'on ne retrouvera pas sur une passation indirecte. Et bien voilà pour le 5e cours.